avec des prêtres et des pleureuses professionnelles qui poussaient des you-you, s'arrachaient des cheveux et pleuraient à chaudes larmes la mort du roi. 2613 avant Jésus-Christ. 35 ans après la mort de Djoser, le pharaon Snéfrou monte sur le trône et fonde la 4e dynastie d'Égypte. Il est le fils du précédent pharaon Houni, mais sa mère n'est qu'une simple concubine. Aussi, pour asseoir sa légitimité, il épouse sa demi-sœur Étephérès, issue d'une lignée royale. Dans l'Égypte antique, de tels mariages incestueux sont presque monnaie courante. Sans même parler de leurs demi-sœurs, les pharaons épousaient souvent leurs propres sœurs. La raison de ces alliances est à chercher dans la mythologie égyptienne. Les dieux s'unissaient par des mariages consanguins. Osiris et Isis sont frères et sœurs. En épousant sa sœur, le pharaon agit comme un dieu. Souhaitant s'attirer les faveurs de ses sujets et être adulé comme un dieu, Snéfrou lance une vaste opération de séduction. Il donne du « mon ami » ou « mon frère » à de simples paysans. Et pour sortir de l'ombre encombrante de Djoser, souverain emblématique, le pharaon entreprend une quête effrénée de la perfection architecturale avec l'espoir d'entrer dans la légende. Les Grecs ont dressé la liste des 7 merveilles du monde antique. Parmi elles figurent les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple de Diane à Éphèse et les pyramides d'Égypte. De tous ces joyaux architecturaux, seules les pyramides ont survécu aux ravages du temps. Le règne de Snéfrou marque la transition entre la pyramide à degrés de Djoser, novatrice mais rudimentaire, et la grande pyramide de Gizeh, érigée par Khéops 3 générations plus tard, et considérée comme le plus beau fleuron de l'art pyramidal. Après une longue période de tâtonnement et d'erreurs, Snéfrou fait évoluer les techniques de construction, transformant l'édification de pyramides en un art à part entière. Il orchestre 3 projets de construction cyclopéens qu'il finance en pillant ses voisins, la Nubie, la Libye et la péninsule du Sinaï. Cette mise à sac lui vaut le surnom de pourfendeur des barbares et forge sa renommée de grand pharaon de l'histoire égyptienne. Snéfrou lance son premier défi architectural à Meidoum, une nécropole sacrée située au sud de Saqqara. Les ruines de sa pyramide à demi effondrée y surplombent toujours le paysage désertique. La pyramide de Meidoum pose une énigme. S'est-elle effondrée? Des pierres ont-elles été dérobées? Ou est-elle simplement restée inachevée? Le doute subsiste. Meidoum marque un tournant crucial dans la construction pyramidale. La pyramide comporte à l'origine 8 degrés dressés vers le ciel avec un angle d'inclinaison aigu. Snéfrou donne l'ordre de combler les vides entre les degrés à l'aide de pierres. Puis il fait recouvrir la structure d'un revêtement de calcaire blanc poli, ce qui donne aux faces de la pyramide l'aspect lisse recherché. C'est comme si Snéfrou ne voulait pas gravir les degrés et préférait prendre un ascenseur. Il a imaginé cette forme géométrique qui le mène droit au ciel. Ce faisant, il a matérialisé la chose la plus immatérielle qui soit, les rayons du soleil, la lumière. Cette pyramide aux formes inédites remporte apparemment un franc succès. Mais sous sa façade étincelante se cache une faille. Aujourd'hui, en observant la pyramide, on voit qu'elle est striée par endroits. Ces bandes correspondent à la surface externe polie de 2 des degrés. Comme il y avait très peu d'adhérence, quand ils se sont mis à glisser, la structure qui prenait appui sur eux n'a pas résisté. Aujourd'hui, 4600 ans après la construction de la pyramide de Meidoum, les signes de sa destruction sont bien visibles. Seuls 3 de ces 8 degrés d'origine sont restés intacts. Et le revêtement extérieur ajouté par la suite forme un énorme tertre de débris au pied de la pyramide. Faut-il y voir la preuve d'un effondrement spectaculaire? À mon avis, la théorie selon laquelle la pyramide de Meidoum se serait effondrée est erronée. On détient la preuve que sous le Nouvel Empire, un homme est venu visiter la pyramide et qu'il a fait l'éloge de sa splendeur. Si elle s'était écroulée sous l'Ancien Empire, il n'aurait jamais évoqué sa beauté. Pourtant, les travaux entrepris par la suite semblent corroborer la théorie de l'effondrement.
Dans la deuxième décennie de son règne, Snefrou abandonne la construction de la pyramide de Meidum et lance un autre chantier à Dahchour, coin de désert à un jet de pierre de Saqqara. C'est là que ces architectes tentent d'édifier la première vraie pyramide à face lisse de l'histoire égyptienne. Mais bien que les travaux avancent, ils se heurtent à une nouvelle difficulté. Alors que la pyramide était à demi achevée, il semble qu'il y ait eu un problème au niveau de la structure même de l'édifice. Dans les chambres internes de la pyramide, des fissures sont apparues. L'une des explications serait que la pyramide avait été construite sur un sol rocheux instable. À mesure que les chambres internes étaient érigées, des lézardes ont commencé à sillonner les murs, si bien qu'ils ont dû réduire la charge. Snefrou ne veut à aucun prix abandonner sa deuxième pyramide, malgré ses vices de construction. Ses architectes s'empressent donc de consolider l'édifice instable, en élargissant sa base de plus de 15 mètres. Et tandis que la construction gagne en hauteur, ils prennent une mesure encore plus radicale. Ils changent brusquement l'angle d'inclinaison, le ramenant de 54 à 43 degrés. Aujourd'hui, ce monument aux formes étranges est connu sous le nom de pyramide rhomboïdale. La pyramide rhomboïdale est l'une de mes préférées. Elle témoigne de la volonté de l'homme de corriger ses erreurs. Snefrou semble résolu à achever la construction de la pyramide rhomboïdale. Pourtant, un vestige archéologique laisse supposer qu'il n'est pas pleinement satisfait du résultat. En effet, une autre pyramide se dresse à moins de 2 km au nord. Des inscriptions trouvées à proximité indiquent que cet édifice, connu sous le nom de pyramide rouge, a aussi été érigé par Snefrou. Bien qu'ayant échoué à 2 reprises dans sa tentative d'édification de la première pyramide à face lisse, le pharaon persiste et signe. Obsédé par la gloire, il mobilise une main-d'œuvre abondante et d'excellents architectes en puisant dans le trésor royal. Il y a chez lui une extraordinaire volonté tendue vers l'obtention de cette forme pyramidale idéale. Cette volonté est si impérieuse qu'elle justifie des dépenses somptuaires. Les caisses de l'État sont vidées et une armée d'ouvriers est déployée pour l'extraction des pierres et la construction de ces monuments colossaux. L'édification d'une troisième pyramide sous le règne d'un seul et même pharaon reviendrait à saigner à blanc l'Empire. Mais Snefrou, habile politicien, sait comment faire accepter par ses sujets ses projets architecturaux mégalomaniaques. Snefrou était un génie de la communication. C'était le premier roi à avoir utilisé son vrai prénom plutôt qu'un nom de couronnement. Il ne recula devant rien. Il voulut se montrer proche du peuple afin d'accroître sa popularité et d'être vénéré comme un dieu. Pour parer aux difficultés qu'ils ont déjà rencontrées, les architectes de Snefrou donnent à la pyramide rouge une inclinaison plus douce. Et ils renforcent ses fondations avec d'énormes blocs de calcaire. À ce moment-là, les blocs sont nettement plus massifs qu'auparavant. Les architectes préfèrent extraire et utiliser d'énormes blocs rocheux de plusieurs tonnes plutôt que des blocs plus légers, comme ceux employés pour l'édification de la pyramide à degrés. Pour acheminer ces pierres jusqu'au site de construction, une équipe de 20 hommes tire un traîneau en bois sur une rampe faite de boue, de roches et de gravats. Le sol est aspergé d'eau pour réduire les frictions pendant l'ascension. 4600 ans plus tard, la polémique fait toujours rage sur la configuration de ces rampes en boue. 3 thèses prédominent. Première théorie, une immense rampe toute droite était construite sur une des faces de la pyramide. Deuxième théorie, un système de rampes en spirale tournait autour de la pyramide. Quant à la troisième théorie, elle réalise une synthèse des 2 premières. On n'a jamais trouvé la preuve de l'existence d'une rampe autour des pyramides. Chacun y va de sa théorie, mais on n'a aucune certitude à ce sujet. Après avoir agencé toutes ces pierres rugueuses en une forme pyramidale, un revêtement de calcaire blanc d'excellente qualité est ajouté. Les ouvriers partent du haut de l'édifice, puis descendent en polissant les pierres à l'aide de ciseaux de cuivre.
Le polissage du revêtement extérieur des pyramides exigeait certainement un grand savoir-faire. En se rendant sur le site de Dashur, on se fait une assez bonne idée de la tâche que ça devait représenter. Quand on est au pied de la pyramide rhomboïdale et qu'on lève les yeux, on voit les faces lisses et droites. On dirait des plaques de verre. Après 3 tentatives et plusieurs décennies de travaux, la quête de la perfection architecturale de Snéfrou est couronnée de succès. La pyramide rouge derrière moi est la première vraie pyramide de l'histoire. Les architectes parviennent non seulement à ériger un monument aux faces lisses et symétriques, mais ils réussissent aussi à aménager de vastes pièces à l'intérieur de la pyramide. Les chambres funéraires de la pyramide rouge sont accessibles par une ouverture pratiquée sur sa face nord, à 28 mètres de hauteur de la base. Cette longue galerie qui descend jusqu'au niveau du sol débouche sur la première des 3 chambres funéraires destinées à accueillir la dépouille de Snéfrou et ses trésors pour l'éternité. Construire une pièce de ces dimensions à l'intérieur d'une pyramide constituait une véritable gageure pour les bâtisseurs de l'époque, en raison de la pression de plusieurs millions de tonnes exercée sur les parois de l'édifice. Pour répartir cette pression, les architectes de Snéfrou ont eu une idée de génie. Ils ont inventé la voûte en encorbellement. Ils empilaient des assises de blocs calcaires, chacune dépassant de 10 cm la précédente, ce qui aboutissait à la formation d'une sorte de pyramide inversée au sommet de la chambre funéraire. Les 3 passages au sommet étaient donc très faciles à couvrir. À l'intérieur de la pyramide rouge, la pièce la plus reculée est la chambre funéraire, immense espace de 15 mètres de hauteur sous plafond. C'est ici, en 1950, qu'ont été découverts les ossements d'un homme d'âge mûr. Mais il n'était accompagné d'aucune inscription. On n'a donc pas la moindre idée de son identité. Certains égyptologues pensent qu'il s'agit de Snéfrou. D'autres réfutent cette thèse, objectant que le pharaon a été enterré dans la pyramide rhomboïdale, car elle est entourée d'un complexe funéraire plus étendu. Toujours est-il qu'on ignore ce qu'est devenu la dépouille de Snéfrou. Encore une énigme irrésolue. Les 30 ans de règne de Snéfrou prennent fin vers 2589 avant Jésus-Christ. Mais ses monuments funéraires lui assurent l'immortalité. Des fouilles sur le site de Dashur ont révélé que 2000 ans après le décès de Snéfrou, des offrandes d'encens étaient encore déposées en mémoire du pharaon. Le fils et successeur de Snéfrou, Khéops, va tirer parti de l'héritage architectural de son père pour créer la pyramide la plus imposante et la plus aboutie, la grande pyramide de Gizeh. Les 4 faces de la grande pyramide présentent une symétrie presque parfaite et forment un angle précis de 51 degrés. Quand Khéops fait construire cet extraordinaire monument, l'ancien empire d'Égypte est à l'apogée de sa grandeur et de sa prospérité. Mais 4 siècles plus tard, le grand empire des bâtisseurs de pyramides va sombrer dans les ténèbres. Au 22e et 21e siècle avant notre ère, la sécheresse, la famine et le chaos vont ravager le pays, jusqu'à l'émergence d'une nouvelle dynastie de pharaons venus du sud, bien décidés à rendre à l'Égypte sa splendeur passée. Par d'incessantes campagnes militaires, ils repoussent les frontières de l'Empire jusqu'à des territoires jamais conquis. Après avoir tout détruit sur leur passage, ils édifient des forteresses impénétrables qui redonnent à l'Égypte son emprise sur toute la région.